pas un livre chronologique, c'est un livre thématique. Ce n'est pas un énième livre sur le maréchal Pétain, sa vie, ce n'est pas un énième livre sur le régime de Vichy, non, c'est un livre sur le mythe Pétain, le mythe du sauveur. Le mythe étant entendu comme un récit qui vient glorifier, enjoliver, qui est un événement, qui est un personnage, ici bien sûr le maréchal Pétain. Donc on va lui attribuer le titre de sauveur de Verdun. Un titre un petit peu usurpé, car le vrai sauveur de Verdun, ce fut le général Nivelle, mais qui disparut très vite de l'historiographie de la Première Guerre mondiale, parce qu'il a eu un terrible échec au Chemin des Dames en 1917. Chemin des Dames qui a conduit Pétain à sauver l'armée française des mutineries. Et donc si Pétain fut un peu sauveur de Verdun, il le fut parce qu'il a organisé la bataille, enfin les batailles, en construisant cette fameuse voie sacrée où une noria de camions transportait nuit et jour et nuit, soldats, matériel, armement, etc. Là, il était en tant qu'organisateur, mais en tant que chef militaire, c'est Nivelle. Et donc Pétain, sauveur de Verdun, il est le seul. Nivelle est parti, il a disparu. Et Pétain d'ailleurs avait commencé à organiser sa publicité, parce que Verdun a été le premier moment où les journalistes ont eu le droit de faire des reportages. Et donc Pétain en a profité pour être présent dans la presse. Pétain, donc sauveur de Verdun en 1916, surtout sauveur de l'armée française en 1917, et en 1940, c'est le sauveur appelé par Paul Reynaud au gouvernement en mai 40 pour sauver la France. Le mythe polymorphe, parce qu'effectivement il y a quatre grands pôles. Le pôle républicain. Le pôle républicain, c'est le maréchal, c'est le militaire, c'est le paysan. Pétain a défendu la paysannerie et Pétain était aussi paysan. C'est l'instituteur. Pétain voulait être ministre de l'Éducation et il a eu beaucoup de discours sur le rôle de l'éducation, etc. Donc c'est l'instituteur, c'est le docteur. Pétain est venu sauver l'âme des Français. Ce sont un petit peu les archétypes de la Troisième République. Et puis il y a le deuxième pôle, le pôle monarchique. Pétain, c'est le roi qui a sa cour, qui a ses voyages dans toute la France. C'est le roi qui rend la justice. C'est le roi par sa prestance, par sa beauté. On parlait de la beauté de Pétain, etc. Troisième pôle, le pôle religieux. Le pôle religieux, c'est Pétain qui vient, sauver l'âme des Français, qui vient délivrer la bonne parole, le prédicateur de bonne vertu, le semeur de bon grain. Tout cela, c'est un petit peu dans tous les textes que j'ai lus et que j'ai donc utilisés, tous ceux qui ont été des laudateurs de Pétain durant cette période. Et quatrième pôle, le pôle Cassandre, le prophète, celui qui prédit, mais qui n'est pas entendu. Voilà, donc ça, ce sont les quatre pôles du premier livre, dédié donc au mythe polymorphe. J'analyse quatre axes. Tout d'abord, en tant que maréchal républicain, la République se méfie des maréchaux parce qu'elle a peur qu'ils fassent un coup d'État. Et donc surnommé maréchal républicain pour Pétain, c'était quelque chose d'extraordinaire. Or, il n'a pas été le maréchal républicain puisque dès juillet 1940, au moment du vote des pleins pouvoirs, il y a eu une sorte de coup d'État, puisque le lendemain, la République française disparaissait au profit de l'État français. Donc là, il y a véritablement eu un renversement de la République et un retour au principe d'avant 1789. C'est vraiment Vichy, c'est une réaction contre la République. Donc ce n'est pas du tout le maréchal républicain. Deuxième axe, le père des Français, le père de la nation. Il n'est pas du tout. On le voit, on le sait.
toute la politique antisémite, avec le premier statut des Juifs le 4 octobre 40, qui a été aggravé, alourdi par Pétain lui-même, hein. Puis le deuxième statut en juin 1941, bref, toute la politique antisémite de Vichy témoigne que Pétain n'a pas du tout protégé les Français, bien évidemment les Juifs, à la fois les Juifs et étrangers, les Juifs français. Il n'a pas protégé les résistants, qui étaient condamnés, les communistes, les francs-maçons, bref. Beaucoup de catégories de la population française ont été chassées par la police de Vichy. Le troisième axe, c'est Pétain résistant. Eh bien non, Pétain n'a pas résisté contre l'Allemagne. On se souvient de Montoire avec Hitler le 24 octobre 1940. Et donc il y a eu toute la politique de collaboration qui a culminé, puisqu'on est passé de la collaboration militaire à la co-belligérance, avec les protocoles de Paris en avril 1941, qui n'ont pas été appliqués parce que 2 mois plus tard, Hitler envahissait la Russie, l'URSS. Par conséquent, les protocoles de Paris, Hitler n'en avait pas besoin. Mais il y a eu véritablement là une co-belligérance. On est allé jusqu'à engager l'armée française avec Hitler. Donc ça a été, voilà, Pétain résistant, non, avec l'opération Torche, débarquement des Alliés en Algérie, il demande aux militaires français de résister. Pétain résistant en Syrie, non, là c'est une guerre franco-française contre les forces françaises libres. Pétain résistant, non, au moment du débarquement, il demande aux Français de ne rien faire. Ce n'est pas leur guerre, ce n'est pas leur libération. Jamais Pétain n'a résisté. Et dernier axe, alors le plus redoutable, c'est qu'il a perverti les mots. Le résistant devenait le terroriste. Collaborer avec l'Allemagne était un devoir. Ça, c'est une manière, je dirais, de pervertir, par le changement du sens donné aux mots, c'est pervertir les mentalités et les comportements. C'est un axe qu'il faudrait, je pense, développer de plus pour analyser véritablement la phraséologie de Pétain. Je crois que Pétain s'est trompé de vocation. Je ne sais pas s'il devait vraiment être militaire. Et puis, il disait toujours que sa vocation était de servir la France. L'a-t-il véritablement servi entre 1940 et 1944 ? Je crois qu'il a totalement oublié la souffrance des Français.